Kina, une véritable instigatrice, a fait la découverte d'une carte de l'Antarctique. Elle l'a trouvée si inusitée qu'elle ne tarde pas à la montrer aux autres, présents à la table de cuisine. Je n'ai pas pris les mesures pour identifier... Blablabla. Rewind. Je n'ai pas pris les mesures pour vérifier l'exactitude, mais sur ce schéma, il semblerait que ce soit un lot de terre, comme une très grosse île, et sur celui-ci, c'est plutôt une bande incurvée vers l'intérieur. Par contre, regardez, les rivages sont similaires. Le nom des endroits est le même. Seules les distances ont des angles différents. Si on observe l'autre carte, on dirait une feuille tordue avec une coupole qui inverse le centre vers l'intérieur. Sont-elles datées, ces cartes? Demande Jack. Je crois que oui. Il y en a une de 1617 et l'autre carte de 1839. Wow! Et l'armée gardait le secret ici. Même s'ils avaient trouvé le moyen de le prouver, comment mettre au courant les peuples de la Terre sans qu'ils trouvent l'opportunité d'en faire une rébellion? C'est vrai, déjà qu'un groupe tente de persuader les gens de la Terre... C'est vrai, déjà qu'un groupe tente de persuader les gens que la Terre est juste plate et que l'Antarctique ne serait que la frontière infranchissable nous séparant d'un rien qui nous tiendrait enfermés comme on garde des animaux dans un zoo. Ils en avaient de l'imagination, et ce, sans la technologie d'aujourd'hui. Je ne suis pas certaine que ce soit seulement le fruit de leur imagination. N'oubliez pas que malgré notre technologie, on peut bien faire plein de théories, mais on n'arrive pas à s'expliquer les pyramides, et ce n'est qu'un exemple. Ralph fait son apparition, avec un homme de l'autre équipage, un livre en main. Je vous présente Martin, et je crois qu'on a trouvé le journal de bord de nos prédécesseurs, leur dit Ralph. Oui, il semblerait qu'ils ont abandonné les recherches car même si les terres de l'Antarctique n'ont pas toujours été recouvertes de neige et de glace, leur tentative de le traverser est impossible. Les températures étant vraiment très froides avec le manque d'oxygène, comme s'ils étaient sur une montagne, ils ne cessaient de revenir à leur point d'arrivée sur ces terres de glace, sauf ce trou au gigantesque miroir, ajoute l'homme. Sarah, accompagnée de Césarée, vient à peine de se joindre au groupe, qu'elle a un éclair de génie et leur demande de l'attendre quelques instants. Elle part chercher son livre à la hâte et revient tout essoufflée, et elle leur dit « J'ai lu un passage concernant un miroir dans ce livre, avec des schémas. Regardez !» Elle tient le livre ouvert pour que tout le monde puisse y jeter un œil. Et si j'ai compris, en plus d'être un trou en plein milieu de cette terre, c'est aussi un passage pour aller en dessous. Mais sur un autre schéma, on dirait que ce trou est plutôt collé sur un mur invisible et non au milieu. Étrange, un trou à la fois en plein centre et en même temps collé sur un mur, ce qui enlève sa description de centre. Exactement, comme à deux endroits au même temps. En même temps. Mais comment pouvait-il dire des trucs du genre? Au début de la Terre sphérique, la Terre était plate. Ils tentaient sûrement de définir ce qui en était, selon eux. Oui, sauf que dans mon livre qui provient du Vatican, il est dit qu'elle est plate et sphérique en même temps. Ce sera à nous de trancher, j'imagine. Le trou au miroir se situe à quelques kilomètres du campement. Encore un virgule où il y a un point. Le trou au miroir se situe à quelques kilomètres du campement. Tout le monde est fébrile. Bien équipés avec leur documentation et des vivres, ça ne leur prend pas trop de temps pour y accéder. Ils croient s'être perdus ou en train de tourner en rond, comme le journal de bord avait indiqué quand ils aperçoivent une fine couche de vapeur s'élever du sol. Il s'est dit, oh, ça a-tu du sens? Comment, en tout cas, yeah. Prise 2. Le trou au miroir se situe à quelques kilomètres du campement. Tout le monde est fébrile. Bien équipés avec leur documentation et des vivres, ça ne leur prend pas trop de temps pour y accéder. Ils croient s'être perdus ou en train de tourner en rond, comme le journal de bord avait indiqué, quand ils aperçoivent une fine couche de vapeur s'élever du sol. Ils s'y dirigent par instinct ou intuition. Un peu plus grand qu'une piscine municipale, visiblement, Tony se l'imaginait plus gros.
Ce n'est qu'une fois au bord de l'entrée que l'on put voir le miroir. « Est-ce tangible ou qu'un simple effet d'optique ?» demande Kina. Personne ne peut y répondre. Il semble à plusieurs mètres de profondeur. J'ai de la misère à lire aujourd'hui. Bon, t'es divine. Ok, laissons les véhicules ici, dit Ralph. Pas de danger d'être épérés, lance Sarah. Non, car ils sont construits dans un matériau indétectable, réplique Ralph. Définitivement, j'ai du retard dans mes connaissances, pense Sarah à voix haute. Avec un système de cordes, ils réussissent à s'attacher les uns les autres, ainsi qu'à la paroi, et commencent leur descente. Ils sont surpris de constater que le miroir est dur et non pas illusoire. Il sert vraisemblablement de bouchon pour que l'entrée ne soit détectée par une vue aérienne. Ils y sont tous debout sur cette surface, mais ne sont pas rassurés de la solidité. D'un côté de la paroi, quelqu'un aperçoit une cavité visiblement construite et non un effet de la nature. Sarah remarque une minuscule brindille verte à l'entrée et s'exclame. Verdure! Avec leur lampe torche, ils s'y aventurent. Une douce chaleur émane de la cavité. Ce miroir reflétant le peu de luminosité qui traverse ce trou ne ressemble à aucun matériau connu. L'air est doucement parfumé de verdure odorante, mais personne ne peut distinguer de quelle plante il s'agit. Ils entrent et marchent dans un tunnel en colimaçon. Ensuite, ils se mettent à descendre et monter quelques marches pendant un temps indéterminable. Ça devait être un architecte très en avance sur son temps, artistiquement parlant. On jurait se retrouver dans un tableau de Dali, dit Tony. Ce Dali est peut-être déjà venu ici, qui sait, répond Ralph. Au bout d'un moment, les murs du tunnel s'élargissent et pour le peu qu'ils peuvent voir, les parois disparaissent au bout du chemin. Après avoir marché un bon moment, ils s'arrêtent pour s'asseoir et se reposer et en profitent pour prendre une bouchée. Certains sont en grande conversation, d'autres laissent leur regard se perdre dans cet environnement. Ils aperçoivent une lumière scintillante au loin et en avertissent les autres. Tout le monde se tait. Mais qu'est-ce que c'est? Un campement? Nous ne sommes pas seuls. Le meilleur moyen de savoir, c'est d'y aller. Nous ne sommes même pas armés. Qui dit que nous avons besoin d'armes? Ils sont peut-être plus civilisés que nous. Ils prennent leurs effets et leur courage et se dirigent vers cette lueur. Seul Ralph dégage une sérénité zen. Tout le monde ramasse leurs sacs, les restants de leur collation, et ils se remettent en route. La source de lumière est plus éloignée qu'elle ne le semble, mais ils y arrivent malgré leur épuisement. Seul un feu, dans une cuve de terre et de roc, s'y trouve. Aucune trace de présence quelconque, sauf un étrange mille-pattes qui passe comme si de rien n'était. Ralph sourit à cette vue. Étrange, comme si on nous attendait. Mike suggère de continuer plus loin, voir s'il n'y avait rien d'autre. La température s'élève à mesure qu'ils avancent, plus confortable que le moins 50 degrés de la surface. Oui, parce qu'il fait fret là-bas, hein? Même en été. Ben, leur été, leur printemps. En tout cas, faites vos recherches. Ah, je suis pas fière. Kina et Jack étant maintenant à la tête du groupe, ils disparaissent tout d'un coup, tellement rapidement que le cri de Kina est étouffé. Tous les autres s'arrêtent par surprise. Pendant une fraction de seconde, et accourent aussitôt pour vérifier s'ils sont OK. Arrivés à l'emplacement, on ne voyait rien, même avec les lampes torches. Comme s'ils étaient passés par une porte secrète qui s'est refermée aussitôt. Le seul moyen de voir ce qui s'est vraiment produit serait de passer, nous aussi, exactement où ils ont mis les pieds, dit Ralph. Tous se regardent et Mike demande à Ralph s'il est au courant de quelque chose que les autres devraient savoir. Sarah prend son bagage, son courage et avance vers cet endroit, sans attendre la réplique. Césarée tente de la rattraper, mais elle l'évite et pouf! Elle disparaît. Pour répondre à ta question, Mike, dit Ralph, je n'en sais pas beaucoup plus que vous, sauf que j'ai lu sur le sujet d'un passage qui est une porte énergétique, un peu comme le film Stargate, la porte des étoiles. Alors, allons-y maintenant, lance Tony en avançant et disparaissant à son tour. Sans attendre, Césarée s'élance et Ralph fait signe aux autres d'y aller. Malgré leur hésitation, ils suivent Ralph
qui l'a franchi à son tour.